Bonjour, nous vous emmenons aujourd'hui au musée vivant de la Basse-Cour à Chantilly, à la rencontre d'un véritable héros des animaux. Président de la Ligue de protection des oiseaux, créateur d'émissions mythiques comme Terre des bêtes ou Animalia, il publie aujourd'hui ses mémoires, l'occasion de revenir sur 50 ans de lutte pour la protection animale. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Dans vos mémoires, vous écrivez « Mon parcours est le fruit du hasard et de la détermination à une époque où l'utopie était à la portée de chacun ». Votre utopie à vous, en fait, c'est d'avoir voulu établir une relation sereine entre l'homme et l'animal. Oui, peut-être aussi de trouver une façon de me rapprocher de l'animal. Je ne pouvais pas concevoir de vivre sans l'animal. Donc initialement, c'est plutôt égoïste comme démarche. Et après, j'ai trouvé l'animal dans sa singularité, sa diversité tellement extraordinaire et si fragile que j'ai éprouvé évidemment le besoin de le préserver. Et ça est devenu un combat assez rapidement. Alors, le titre du livre, « Il faut continuer de marcher », a été inspiré par votre ami l'explorateur Théodore Monod, Ouais. qui était un grand adepte des traversées du désert. En clair, on comprend qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Oui, et je l'ai vu quelques heures avant sa mort. Et il était à l'hôpital, il avait les lèvres gercées comme s'il venait de faire encore une grande traversée de désert. Il avait quasiment plus la force de s'exprimer. Alors je lui parlais beaucoup et puis il me serrait le bras en guise d'acquiescement. Et je lui disais, Théodore, on se bat sur tel et tel dossier et tout. Et à la fin, il m'a dit dans un souffle, Alain, il faut continuer de marcher. Et j'ai trouvé ça admirable. C'était sa manière de dire, il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre. Et Théodore était très engagé, avec beaucoup de sagesse, pas de violence. C'était un non-violent. Donc c'est un modèle pour moi, bien sûr. Votre engagement pour la cause animale, il a débuté il y a quasiment 50 ans. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez sur l'évolution de notre rapport avec l'animal ? Écoutez, je crois qu'on a compris la fragilité du monde dans lequel on vit, mais on n'a pas compris l'urgence à préserver ce monde. Voyez-vous, au moment où on parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8. Il y a un déclin effrayant du vivant qui nous entoure et on n'a pas compris que c'est dans l'intérêt de l'homme que de le préserver. La question du climat, par exemple, on voit, même si on confond parfois météo et climat, l'accélération des événements, des tempêtes, des sécheresses, des inondations, des tsunamis, etc. Et puis en face, on a des réponses, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'isolation thermique, on peut réduire les doses de CO2, etc. Pour la biodiversité, la question c'est, et si l'outarde canepetière disparaît ou le vison d'Europe, qu'est-ce que ça va changer? Rien. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Est-ce que c'est en mettant un nichoir, un hôtel à insectes dans son jardin qu'on va sauver la biodiversité? Donc c'est beaucoup plus complexe. Et on n'a pas compris que finalement ces services rendus par la nature, ça représente 40% de l'économie mondiale. La pollinisation des abeilles, les ressources halieutiques, les poissons dans les océans, que sais-je encore. Et donc on retire des pierres du vivant comme ça et un jour le mur va s'effondrer nous entraînant dans sa chute. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et puis il y a autre chose, on est dominant sur cette planète et on a un devoir éthique de préservation du vivant qui nous entoure. Ça me paraît élémentaire. Alors, en 2015, il y a quand même eu la COP21. Ouais. Et puis, il y a aussi eu la réforme du Code civil qui reconnaît désormais l'animal comme un être doué de sensibilité. Ouais. Donc, on peut quand même dire que les choses avancent, enfin, en tout cas sur le papier. Pourtant, dans le livre, vous dites que la cause animale meurt du temps que prennent les décisions. Et vous ajoutez même l'indifférence s'apparente parfois au crime. Ouais, je le vous y pense. allez fort, quoi. Oui, mais je le pense très sincèrement. Il y a deux choses. Il y a la conservation des espèces et puis il y a la deuxième chose, notre comportement à l'égard de l'animal. Est-ce qu'on met tout en œuvre pour éviter les souffrances? Voilà. La réponse est non. On s'accommode dans les abattoirs, dans les élevages industriels et ailleurs.
on s'accommode vraiment de conditions inacceptables. Voyez-vous, moi je ne suis pas végétarien, je mange quasiment pas de viande, mais je ne suis pas végétarien. Bon, je ne peux pas concevoir ces élevages industriels. Et je n'admets pas non plus qu'on nous dise on fabrique de l'animal industriel pour nourrir le monde. C'est pas vrai. Il faudra une forme d'élevage, si on utilise l'animal, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Chine, que sais-je encore, spécifique aux contrées, au continent. Mais ce n'est pas la France qui va surproduire pour prétendre nourrir le monde, non. Ceux qui disent ça veulent se faire de l'argent sur le dos de la misère animale, et ça, je ne l'accepte pas. Donc vous parliez des abattoirs, j'imagine que toutes les affaires récentes sur les abattoirs ont dû vous interpeller. Ben oui, mais ce qu'il y a de navrant, c'est qu'il y a des années et des années qu'on le dit. Et par bonheur, il y a une association admirable, L214, voilà, qui révèle des images. Et alors là, les ministres ne peuvent plus échapper à leurs responsabilités. Mais que ne l'ont-ils fait plus tôt, alors qu'on le disait? Non, maintenant, il faut le prouver. C'est scandaleux. Et c'est là où je dis que l'indifférence s'apparente au crime. C'est criminel de se comporter de cette manière à l'égard de l'animal. Et ça n'élève pas la dignité de l'homme. Mais alors bon, c'est vrai que la clé est aussi auprès du public. Et tout ça, ça traduit aussi une distance qui continue quand même manifestement à se creuser entre l'homme et l'animal. Oui, ben je crois que le public a une responsabilité très importante. Les gens me disent souvent, vous êtes un peu connu, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Ben, chacun peut agir. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années, on disait « Ah, le bio, c'est trop cher et tout ». Vous allez dans les grandes surfaces, vous avez des rayonnages entiers de bio, le prix est tombé. Eh bien, il vaut mieux moins manger de viande, par exemple, et acheter des animaux qui ont été élevés à peu près normalement, que de participer à cette industrie de la misère animale. Alors, en vous lisant, on réalise le nombre impressionnant de combats que vous avez menés. Et le mot qui vient à l'esprit, c'est vraiment la détermination. Et d'ailleurs, on n'est pas surpris d'apprendre que du sang de D'Artagnan coule dans vos veines. Et en fait, vous êtes un peu le Paul Watson des animaux, finalement. Lui avec Sea Shepherd et vous avec la LPO. Oui, mais je ne suis pas tout seul, mais c'est vrai qu'à la Ligue pour la protection des oiseaux, on a été conduit à se battre sur le terrain pour faire respecter le droit. 20 ans pour faire enfin interdire, ce qu'il était déjà, mais la chasse aux tourterelles le 1er mai dans le Médoc. Voilà, la chasse est fermée, vous avez 9000 braconniers qui sont sur des pylônes et qui font un barrage de feu. Au moment où on parle, eh bien, la chasse aux ortolans et le braconnage aux ortolans et aux pinsons dans le département des Landes perdure avec la complicité de l'État. Cette année, la chasse au gibier d'eau s'arrête au 31 janvier. Ségolène Royal écrit au préfet pour dire « vous ne verbalisez pas avant le 9 février ». Mais dans quel monde on se trouve? Le respect du droit, c'est quand même l'élémentaire, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'on demande. Alors, on se trouve curieusement confronté à la violence quand on demande l'élémentaire. D'ailleurs, j'y venais, parce que quelque part, on parlait de Paul Watson. Est-ce que vous approuvez ces méthodes? Parce que vous y allez quand même, vous allez au contact. Vous pensez que aujourd'hui, c'est la seule issue, finalement? Ben écoutez, malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. Je ne vous cache pas quand on y va, là, on est un petit groupe, on a tous la trouille au ventre, parce qu'on est face à des gens complètement excités. Et parfois, en fin de matinée, ils ont un peu picolé par-dessus le marché. Bon. Donc, il y a toujours du danger potentiel. Mais si on le fait, c'est parce que précédemment, on a prévenu le préfet de région, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Écologie et tout, que personne n'a rien fait. Et qu'on se dit, ben, c'est notre job, sinon on ne s'appelle pas Ligue pour la protection des oiseaux. Voilà. Et alors donc précisément la Ligue de protection des oiseaux, ça fait 30 ans que vous présidez cette association et beaucoup des combats que vous avez menés, c'était dans le cadre de cette association. Lequel vous a le plus marqué? Ça, c'est un peu difficile par bonheur. Il y a eu les tourterelles dans le Médoc, il y a, je viens d'en parler, le braconnage des ortolans, il y a eu les RICA. Ça a été plus de 10 ans de procédure où la LPO a eu l'idée de porter le préjudice écologique qui visait à indemniser pas seulement les animaux
considérés comme commerciaux, c'est-à-dire les coquillages, les poissons et autres, mais les phoques, les oiseaux sauvages ou les tortues, enfin tout ce qui n'est pas commercial. C'est ça le préjudice écologique. Et on a gagné jusqu'en cassation et maintenant c'est inscrit dans la loi, dans le Code civil, ce qui est une bonne chose. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que je retiens de tout? C'est la capacité de passer le flambeau. Vous voyez, moi j'ai fait des émissions pendant des années, je suis sur France Inter le dimanche matin, etc. Et il y a des gens que je croise qui sont des chercheurs, qui sont des gardes dans des parcs nationaux, qui sont des vétérinaires, et qui me disent « Ah, j'ai vu votre parcours, j'ai vu votre émission, j'ai fait comme vous ». Et je me dis que si sur Terre on arrive à passer le flambeau, bon, on avait quelques bonnes raisons de venir sur Terre. Vous comparez volontiers votre mission à celle des médecins de l'impossible sur les théâtres de guerre. Dans la période actuelle, vous assumez toujours aussi bien votre combat pour la défense des animaux? Oui, je le dis parce que j'ai travaillé avec Médecins sans frontières dans des zones de guerre et je leur ai posé la question, je leur disais, mais c'est devenu mes potes, hein, je témoignais pour eux, pour leur action, et je leur disais, est-ce que c'est pas un peu indécent de s'occuper des animaux, à votre avis? Quand on voit la misère qui affecte l'homme, ils me disaient, mais non, ça participe du même combat. Et du reste, je me suis occupé des enfants qui vivaient des situations dramatiques à Bogota, dans le Cartucho, en Colombie, où je fais des conférences dans des prisons ou des trucs comme ça. Alors j'en parle moins, mais je crois que ça procède de la même démarche. Cette idée de respect à l'égard du vivant. C'est Lamartine qui a une très jolie phrase. Il dit, on n'a pas un cœur pour l'homme, un cœur pour l'animal. On a un cœur où on n'en a pas. Bien sûr. Derrière votre image de D'Artagnan de la cause animale se cache parfois un homme en proie au désespoir quand même. Parce que dans votre livre, vous expliquez qu'à l'époque où vous partagiez la vie et les combats de Brigitte Bardot, vous avez pensé tous les deux mettre fin à vos jours. Et quand plus tard vous étiez sur le théâtre du Médoc contre les chasseurs justement qui chassaient la tourterelle, vous avez imaginé vous immoler pour interpeller l'opinion. Donc ça en dit quand même long sur le désespoir qui est le vôtre à certaines périodes de votre vie. Alors c'est vrai, quand on l'écrit plus tard, on peut se dire bah ouais, c'est facile de raconter ça, mais c'est vrai. En fait, avec Brigitte, c'est marrant, on en a reparlé il n'y a pas si longtemps, quand on avait décidé voilà, de partir ailleurs, c'était pas parce qu'on avait la haine des autres, parce que simplement on pensait avoir fait notre job le plus loin possible. On n'avait peut-être pas réussi à convaincre, puis on voulait aller voir ailleurs si c'était mieux. C'était vraiment ça l'idée. Alors pour les tourterelles dans le Médoc, j'étais tellement désespéré, ça durait 20 ans quand même. Mais j'y pensais sérieusement, voilà, en désespoir de cause. Je voulais réussir, je me disais il faut qu'on gagne, on doit gagner, faire respecter le droit. Et j'étais sûr que si il y avait un acte fort, là, du jour au lendemain, voilà, les autorités diraient on arrête de jouer. Alors Dieu merci, vous n'avez pas eu à le faire. Et d'ailleurs, des grands succès, vous en avez connus. Hein. C'est impressionnant à la lecture du livre. On réalise tout ce que vous avez accompli. Ça va de la réintroduction du vautour dans les Cévennes à la protection des oiseaux contre les poteaux électriques qui font des hécatombes. Jusqu'à, vous l'évoquiez tout à l'heure, la reconnaissance du préjudice écologique suite à l'ERICA. Aussi l'évolution du statut juridique des animaux. Vous avez quand même pas mal travaillé en amont. Donc, il y a quand même pas mal de succès dans votre... Oui, c'est un travail d'équipe. Hein. Par exemple, la manière dont on a pu réintroduire les vautours dans les Cévennes, ou même, il faut penser, il y a 40 ans, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Et ça, c'est l'action des associations de protection de la nature. Par bonheur, beaucoup d'espèces emblématiques ont connu une résilience grâce à l'association, à l'action des associations. Malheureusement, les animaux de proximité, voilà, qui vivent dans les campagnes, dans les forêts, tout ça, ceux-là sont très très affectés et c'est ceux qui nous préoccupent aujourd'hui. Les alouettes qui disparaissent, enfin 40% des animaux, des oiseaux inféodés au milieu d'une agriculture intensive sont en déclin. Pour vous, clairement, la solution réside avant tout dans l'action de terrain plus que dans l'action politique. Vous êtes un peu comme votre ami Nicolas Hulot, vous vous méfiez du politique.
Oui, et puis je crois qu'on fait de la politique citoyenne tous les jours. Enfin, nous, à la LPO, quand on se bat, quand on va voir les ministres, quand on parle aux citoyens en leur disant « soyez à notre côté », on fait vraiment acte politique citoyen. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas encarté. Voilà. Et moi, on m'a demandé souvent d'aller à droite comme à gauche, du reste, dans les partis politiques. Et je me sens beaucoup mieux dans la vie associative. Voilà, je suis réélu tous les ans ou pas, enfin jusqu'à présent. C'est très démocratique tout ça. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et vous espérez un 11 janvier pour les animaux et la nature de manière générale? Oui, j'espère qu'il y aura mobilisation. Une vraie mobilisation. Je ne comprends pas du reste comment cette question si prenante de cohabitation avec l'animal n'est pas prioritaire, notamment dans les réflexions politiques. On s'intéresse aux animaux que quand il y a des drames dénoncés ou des circonstances particulières, des marées noires, des choses comme ça. Voilà. Je voudrais qu'on mesure le bonheur de cohabiter avec le vivant. Et en tout cas, on vous verra aussi sur Ushuaïa TV bientôt, parce que vous parlez des oiseaux, je crois que c'est le mois des oiseaux. Voilà, voilà, tout à fait, avec une série de films tout à fait remarquables. Consacrés aux oiseaux. Consacrés aux oiseaux. En attendant, on recommande vivement, il faut continuer de marcher aux éditions de La Martinière. Et si vous avez la chance de venir visiter Chantilly, surtout ne manquez pas le Potager des Princes et le magnifique musée vivant de la Basse-Cour dont vous avez pu voir des images aujourd'hui. Merci Alain Bougrain-Dubourg. Merci de m'avoir accueilli.